Avant d'être au SCFP, j'étais à l'Université Laval comme employé. Dans une bibliothèque. On était syndiqués, SCSN. Et il y avait, quand je suis arrivé à l'Université Laval, il y avait déjà le SCFP qui tentait de regrouper les gens de l'Université Laval. Il y avait déjà eu un vote et le vote n'avait pas été majoritaire. Et là, ça s'orientait vers un deuxième vote. Puis il y avait des contestations juridiques reliées à ça. Les choses qui étaient reprochées à la CSN, moi, je considérais, mon évaluation, c'est que c'était le syndicat local qui était en grande partie responsable. Et j'ai été dans cette campagne-là un militant CSN. La CSN a perdu le vote. Je me suis rallié. J'ai d'ailleurs été, dès la première Assemblée générale suivante, élu sur le comité de négociation. C'était le début du secteur universitaire à Québec, mais au Québec aussi pour le SCFP. Il y avait des tentatives de syndicalisation à Montréal, mais l'Université Laval, le local, même s'il porte le numéro 2500, c'était le premier syndicat du secteur universitaire. Et on a négocié une bonne convention collective. Tellement une bonne convention collective qu'elle a généré une grève à l'Université de Montréal. Et je me souviens toujours que Claude Ryan a écrit dans Le Devoir, au moment de la grève, que le recteur de l'Université de Montréal n'était pas obligé de faire les mêmes extravagances que ceux qui avaient accepté les dirigeants de l'Université Laval. Mais il n'y avait pas d'extravagance dans la convention collective. Il y avait du rattrapage qui était tout à fait mérité, là, pour les employés de l'Université Laval. La négociation s'est terminée à la fin de 1972. Alors, l'emprisonnement, le retour en prison s'est fait en 1973. Alors, on est en 1973. Alors, comme j'avais été libéré pour 6 mois par le SCFP, c'est évident que le 6 mois, ça fait longtemps qu'il était passé. J'étais devenu conseiller au SCFP Québec. Et j'ai jamais retourné à l'Université Laval pour y travailler. J'étais conseiller au SCFP jusqu'à ma retraite en l'an 2000. C'était la plus belle période de revendication syndicale que moi j'ai vécue. J'étais dans le mouvement syndical de 1969 à 2000 parce que là, on améliorait les conditions de travail. Au Québec se construisait le Front commun du secteur public, la négociation avec le gouvernement, la demande des centrales syndicales de négocier des sujets à une table centrale. Il y avait une résistance importante du gouvernement de l'époque. Je me souviens que c'était Jean-Paul Lallier qui était ministre responsable des négociations pour le gouvernement. Le Front commun, pour obtenir ne serait-ce que l'existence d'une négociation commune, a été obligé de déclencher des moyens de pression et pour éventuellement même des journées de débrayage. Alors, il s'est créé toute une mobilisation au Québec. Le SCFP avait besoin de bras additionnels. Et j'ai été libéré pour quelques mois pour venir à Montréal pour m'intégrer à l'équipe qui était dans la négociation du secteur public pour aider à la mobilisation au niveau du Front commun. Le gouvernement Bourassa souhaitait que les chefs syndicaux aillent en appel pour les libérer de prison. Et les chefs ont résisté un certain temps jusqu'à temps que, on leur demande, nous, à l'intérieur du mouvement syndical, de le faire pour poursuivre la négociation. Et ils ont été en appel. Ils ont terminé la négociation parce qu'il ne faut pas oublier que les 3 chefs syndicaux, qui étaient Marcel Pépin, Louis Laberge et Yvon Charbonneau, étaient aussi les porte-paroles principaux à la table de négociation. Alors, ils ont terminé la négociation et ils sont retournés en prison par la suite parce que l'appel a été rejeté. Et je me souviens d'avoir participé, accompagné d'autres leaders syndicaux à l'emprisonnement de Louis Laberge hors Saint-Ville. Je me souviens aussi que Laberge a toujours eu des problèmes d'audition. Et pendant sa détention, il avait réussi à avoir le temps de se faire traiter. Et il l'avait transféré à un hôpital de Québec qui est situé à Loretteville. Et moi, j'avais des connexions dans cet hôpital-là
parce que mon cousin y était médecin. Et j'avais pu aller visiter Louis Laberge à l'hôpital, parce qu'il était à l'hôpital, mais il n'était pas gardé là, par le service correctionnel. Mais il sortait bien évidemment pas de l'hôpital, mais j'avais pu aller le visiter, puis lui serrer la main à l'hôpital. Je sais pas si ça va faire partie du vidéo. Il m'avait demandé d'aller chercher quelques bières. À Polytechnique, je l'ai vécu personnellement. Lorsque c'est arrivé, lorsque le tueur est rentré à Polytechnique, ma femme était enceinte. Elle était présidente du syndicat là-bas. J'avais entendu ça à la radio. J'étais incapable de la rejoindre. J'ai vécu les pires heures de ma vie. L'endroit où ça s'est passé, elle aurait pu être immorée parce que c'était arrivé devant le local du syndicat pour une grande partie des morts, des personnes qui sont mortes dans cette affaire-là. Le CFP a eu des gens blessés par le tueur, par l'épine. Puis il y a eu une morte, on l'oublie souvent. Pas juste des étudiantes qui ont été touchées. Il y a des travailleurs et une travailleuse. S'il n'y a pas de mobilisation, il ne peut pas y avoir amélioration des conditions de travail. Il ne peut pas y avoir véritablement de syndicat qui joue pleinement son rôle. On l'a vu d'ailleurs dernièrement chez les étudiants. Ils ont réussi à se mobiliser, ils ont réussi à faire des choses en commun, ils ont réussi à pousser leurs revendications, puis ils ont finalement réussi à avoir une amélioration au niveau de leurs conditions de vie. L'histoire du mouvement syndical, c'est une histoire qui est basée, oui, sur la négociation de conventions collectives, mais c'est pas abstrait, la négociation de conventions collectives. Il faut qu'il y ait un rapport de force. Il faut que l'employeur sente que le syndicat est appuyé par ses membres. Et s'il n'y a pas de mobilisation, c'est excessivement difficile.